Bonjour à tous. Donc on va juste se présenter rapidement avant de commencer. Moi c'est Pierre Buteau, AG2R La Mondiale. Stéphanie Lacan, AG2R La Mondiale. Maëlys Quake, Extreme Partners. Et Josserand Dequeux, Extreme Partners. Le financement de la santé de nos seniors, quelle soutenabilité? En réalité, tout le monde en parle. Le monde de la protection sociale en parle, la presse spécialisée, la presse généraliste. Et en réalité, il y a différentes... En fait, c'est abordé sous différents angles. Pouvoir d'achat, donc santé, un reste à charge qui pèse. Réglementation, le gouvernement freine des idées. Encore pouvoir d'achat, le prix des mutuelles flambe. Et aussi, sous l'angle marketing, un marché qui attire. Et donc concrètement, donc là, ce qui nous interroge, c'est comment garantir demain une couverture santé accessible et soutenable pour les seniors, tout en préservant l'équilibre des organismes complémentaires, sachant que sur la période d'activité, les personnes en fait bénéficient d'une participation employeur, mais alors que quand on est senior, on ne l'a plus. Et dans la suite du document, un senior est désigné par un individu de plus de 65 ans et non actif. Et donc, on se propose en fait de réfléchir à tout ça en 4 grandes étapes. D'abord, on va se partager les grandes tendances démographiques. Et ensuite, on va analyser la consommation santé des seniors et en partie à partir des données d'AG2R La Mondiale. Ensuite, on se propose d'évaluer le poids de la santé sur le budget d'un ménage et ensuite de réfléchir ensemble à quelques pistes de réflexion. Alors donc on a posé une problématique, c'est-à-dire qu'on est face à un problème, et ce problème, on va devoir essayer de l'illustrer. Donc c'est pour ça qu'on vous présente ces grandes tendances démographiques. Alors la première, on y a tous déjà été confrontés, c'est au cœur de l'actualité depuis maintenant quelques années, et de réformes aussi. C'est la part des seniors au sein de la population française, et en particulier la hausse de la part des seniors au sein de la population française. Donc on a tous au moins en tête que cette part est en hausse, mais dans quelle mesure, c'est un peu moins dans l'imaginaire collectif. Donc pour ça, on va se placer 30 ans en arrière, et 30 ans en arrière, les seniors, donc les 65 ans et plus, ils représentaient 15% de la population. À date, en 2024, on est à 21, soit une hausse de 6 points en 30 ans, si mes calculs ne me trompent pas. Sur ces 6 points, 4 sont dus aux 75 ans et plus. Pourquoi c'est intéressant de faire ce petit focus rapide sur les 75 ans et plus? Parce que c'est souvent un âge pivot dans la dégradation de l'état de santé. Autre chose qui est un petit peu alarmant dans ce constat, c'est que cette tendance à la hausse, c'est pas quelque chose qui est prévu de s'arrêter. Entre l'arrivée à la retraite de la génération du baby-boom et bien d'autres facteurs, l'INSEE prévoit à horizon 2060 que cette part des seniors dépassera le quart de la population française. Alors, cette hausse, comment elle peut s'expliquer? On a d'un côté, même si c'est moins notre sujet, la baisse de natalité. Sur ces 6 points de baisse, sur ces 6 points de hausse par an des seniors, il faut bien que ce soit récupéré quelque part ailleurs sur la population française. Et donc sur ces 6 points, il y en a un tiers qui sont dus à la baisse des 0-14 ans. Sur un sujet qui est plus, donc de l'autre côté du spectre, qui le concerne plus, il y a la hausse de l'espérance de vie. Similairement, la hausse de l'espérance de vie, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins en tête. On sait globalement que cette espérance de vie est en hausse, mais de combien, c'est un peu moins clair. Et donc, sur les 20 dernières années, quelle est cette hausse? Elle est de 2,3 pour les femmes et de 2,7 pour les hommes. Et toujours de la même manière, ce n'est pas quelque chose qui est prévu de s'arrêter. L'INSEE prévoit que l'espérance de vie va continuer d'augmenter sur toutes les années à venir. En 2070, celle des hommes pourrait atteindre 90 ans et celle des femmes la dépasser. Jusqu'ici, on parle que de l'âge. Donc comment est-ce qu'on peut raccrocher tous ces chiffres à l'état de santé? Bien pour ça, on va se fendre d'une nouvelle statistique qui est l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'années qu'on peut espérer vivre sans être en état d'incapacité de réaliser des gestes de la vie courante. Donc les gestes de la vie courante, qu'est-ce que c'est? C'est s'habiller, c'est se nourrir, ce genre de choses. Et on voit qu'à date, cette espérance de vie en bonne santé, elle est d'environ 75 ans. Un peu plus. Donc on voit bien déjà que cet âge pivot dont on parlait dans la dégradation de l'état de santé, on peut le visualiser ici. Ce qui est cependant particulièrement intéressant dans cette statistique, c'est non pas où est-ce qu'elle est actuellement, c'est la hausse depuis 20 ans et comment on la met en parallèle avec l'espérance de vie. Pour les femmes, elle est de plus de 2,3 ans, donc au même niveau que l'espérance de vie. En revanche, pour les hommes, elle est seulement de plus 2 ans. Donc contre les plus 2,7 ans d'espérance de vie à même horizon, c'est-à-dire que les hommes, on prévoit qu'ils vont vivre plus longtemps,
mais potentiellement en moins bonne santé. Cette dégradation de l'état de santé avec l'âge, comment est-ce qu'on peut la visualiser ? Eh bien, une façon de voir ça, c'est parce que quand on a un état de santé qui se dégrade, ça peut souvent être alloué à une perte d'autonomie. Et donc, pour essayer de visualiser ça, on peut s'intéresser à l'APA, ou APA, c'est-à-dire l'allocation personnalisée d'autonomie. C'est une aide d'État apportée aux seniors qui permet de couvrir tout ou partie de leurs dépenses, qui leur permettent de rester à leur domicile. Et on peut bien voir sur ce graphe que c'est une aide qui est peu donnée aux 65-69 ans, et même moins de 80 ans de manière générale, et qui explose avec l'âge, pouvant dépasser de plus de 50% de bénéficiaires avec 90 ans et plus. Donc si on rassemble les 3 constats qu'on vient de faire, en premier lieu, on a une part des seniors qui augmente au sein de la population, donc on va avec tous les sujets de financement que ça peut poser. La population, et donc par extension les seniors, vivent plus longtemps, mais pas nécessairement en bonne santé. Et on a un état de santé qui se dégrade avec l'âge. Donc ces 3 constats mis bout à bout, on peut bien voir qu'on est face à un problème structurel et qui est voué à s'envenimer dans le futur avec toutes les tendances à la hausse. Et maintenant, on va regarder la consommation santé des seniors un peu plus en détail. Pour ce faire, on va regarder le portefeuille AG2R. Donc, il est constitué, en tout cas sur la partie qu'on étudie ici, de produits individuels seniors et individuels en run-off. Et on va conduire l'analyse sur une période de 5 années d'historique de prestations, de 2019 à 2023. Et ça représente environ 150 000 bénéficiaires, dont 72% de seniors. Sur le graphe de gauche en bleu, vous voyez la répartition par tranche d'âge du nombre de bénéficiaires. Et on voit bien que le nombre de seniors est bien représenté. Et le graphe de droite, on a la répartition homme-femme dans le portefeuille par tranche d'âge. On voit que sur les actifs, on a une répartition homme-femme assez homogène, puisqu'on a 49% d'hommes et 51% de femmes. Par contre, à partir de 65 ans, on voit que la répartition homme-femme se creuse avec le temps, et c'est flagrant dans la tranche d'âge 91 ans et plus, où là, on a 27% d'hommes pour 73% de femmes. Donc c'est assez énorme. C'est le constat qu'on fait aujourd'hui sur le portefeuille. Ça peut être expliqué en partie par l'espérance de vie des femmes qui est plus importante que celle des hommes, mais pas que. En tout cas, c'est notre constat à date sur notre portefeuille. Et ce qu'on observe aussi, c'est que la consommation en frais de santé augmente avec le temps. Donc dans le graphe en dessous, on a montré le coût moyen en frais réels des dépenses en santé par année des seniors. Donc on voit qu'en 2019, en une année, un senior avait environ 1 576 € de frais réels en santé. Et en 2022, on a une augmentation de 9% environ, puisqu'on a environ 1 717 €. Donc cette hausse, elle est portée par plein de facteurs, donc des facteurs d'inflation, de mesures réglementaires et d'autres, et notamment le vieillissement de la population. Et c'est ce qu'on illustre ici dans cette slide, où on voit que la consommation en frais de santé augmente avec l'âge. Déjà, on voit une vraie différence entre les actifs et les seniors. Les actifs, en moyenne, en 2023, ils avaient une consommation moyenne de 852 €. On est toujours en frais réels. Alors que les seniors, donc même si on regarde la tranche la plus basse, enfin la plus jeune des seniors, 65-69 ans, on est déjà à 1 341 € en moyenne de frais réels sur l'année 2023. Et même au sein des seniors, on voit qu'il y a une vraie différence entre des jeunes seniors et des seniors plus âgés. Et on voit un rapport 1,5 fois entre les 95 ans et plus et les 65-69 ans. Donc les 95 ans et plus consomment 1,5 fois plus en moyenne que les 65-69 ans. Donc on voit qu'on a un vrai sujet sur le vieillissement de la population et les besoins accrus avec le vieillissement en frais de santé. Donc là, qu'est-ce qu'on cherche à faire ici ? On analyse d'abord la consommation en frais de santé des seniors et ensuite on s'amuse à la comparer avec celle des actifs. Donc à gauche, comment on lit ça ? Pour 1 000 € dépensés, quelle est en fait la répartition en fait des frais en fonction des postes de santé ? Donc là, concrètement, pour un senior, il va beaucoup plus dépenser en proportion sur de l'hospitalisation, sur d'autres prestations. Donc là, dans cette catégorie, on a mis tout ce qui était auxiliaires médicaux. Et ensuite, en troisième position, ce sont les postes relatifs à la pharmacie. Côté actif, donc là, on voit que, voilà, on a hospitalisation, actes médicaux, dentaires, c'est plutôt homogène. Et cette étude-là, c'est en vision frais réel. Mais ce qui va être intéressant, donc c'est l'aide d'après,
c'est d'avoir en fait l'analyse du reste à charge. Donc en fait, on voit qu'en réalité, un senior, ce qui va lui rester à charge en termes de deniers, hein, c'est plutôt en fait des dépenses autour du dentaire, de l'optique, et finalement le poste en frais réels qu'on a vu côté hospi qui est arrivé en priorité, en réalité, c'est plutôt bien remboursé. Et côté actif, on voit que la proportion du reste à charge, elle est plutôt équivalente à celle des seniors. Il est intéressant un peu de s'attarder là sur la différence entre les frais réels engagés et le reste à charge des seniors. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet quand même de tirer des messages assez intéressants sur le mode de consommation des seniors. Tout d'abord, on va commencer donc à la première partie du slide. On va venir faire un constat que les postes qui engagent le plus de frais réels ne sont pas ceux qui pèsent le plus sur le portefeuille des seniors. Alors, par exemple, on retient l'hospitalisation, qui effectivement est le poste de santé le plus onéreux pour un senior, mais qui en réalité, lorsqu'on voit la répartition de la part de prise en charge de la sécurité sociale, de la mutuelle, on constate qu'il ne reste que 4 à 5% de ces frais à la charge d'un senior. Un constat assez similaire peut être fait sur le poste pharmacie. Donc en fait, le poste pharmacie, c'est le poste auquel un senior a le plus recours au cours d'une année. Et on constate également que quasiment l'intégralité des frais engagés sont pris en charge par la complémentaire santé et la sécurité sociale. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça montre qu'aujourd'hui, le système est en mesure au moins de répondre aux besoins essentiels des seniors, qui ont au moins de limiter au maximum le reste à charge sur l'hospitalisation et sur la pharmacie, qui sont deux sous-postes très importants en santé. À l'inverse, donc lorsqu'on va décaler de l'autre côté de la slide, on n'a pas les mêmes tendances sur les postes dentaires et optiques. Donc ce qu'on va venir représenter ici graphiquement, c'est la répartition, donc remboursement de sécurité sociale, mutuelle et le reste à charge, pour les frais engagés en 2019 et 2023 sur le portefeuille d'AG2R. Ce qu'on constate d'abord, ce qu'on remarque, c'est déjà que la part de reste à charge est assez conséquente. Donc ce sont des postes pour lesquels, à l'issue de l'acte, les seniors vont devoir payer une somme quand même assez conséquente. Et puis ce qui est d'autant plus intéressant, je pense, c'est de voir l'évolution des parts de remboursement, notamment par exemple sur le dentaire, en 2019 et 2023. Donc on remarque que la part de remboursement de la complémentaire santé vient augmenter considérablement. C'est bien de voir le parallèle aussi avec l'entrée en vigueur de la réforme 100% santé, qui, pour rappel, avait pour objectif de faire un reste à charge zéro sur certains actes en dentaire, optique et prothèse auditive. On remarque que ça, effectivement, c'est venu réduire le reste à charge en dentaire pour les seniors, mais bon, peut-être pas assez, on ne sait pas, mais en tout cas, ça a venu réduire. À l'opposé, on voit sur l'optique que les parts de remboursement n'ont pas vraiment changé, évolué post-réforme 100% santé. Et comme quoi, peut-être les seniors consomment des actes qui ne sont pas pris en charge dans cette réforme. Et donc, après avoir présenté un peu comment est-ce qu'un senior consomme, on va venir s'attarder un peu sur le poids de la santé sur le budget d'un ménage. Voilà, pour la suite, on a jugé intéressant de sélectionner la métrique du taux d'effort pour essayer d'appréhender ce caractère soutenable du financement de la santé des seniors. Et donc, deux composantes. La première, c'est les revenus disponibles, qui se découpent en plusieurs catégories. Revenus d'activité, les pensions, le revenu du patrimoine. Et ensuite, les dépenses des seniors de l'autre côté, pour la santé, qui se structure en trois étages. Donc la contribution à la sécurité sociale, le coût de la complémentaire santé, et puis ce que vous voyez en orange, le reste à charge. Et c'est ça qu'on va essayer de mesurer. Est-ce que ça se dégrade ou pas? Et donc, tout bêtement, le taux d'effort, ça va être en fait le ratio entre le reste à charge, les cotisations aux organismes complémentaires, ramené en fait aux revenus disponibles des seniors. Et donc c'est ce taux-là qui est soumis en fait potentiellement à perturbation. Et du coup, pour appréhender au mieux le taux d'effort santé que devra fournir nos seniors, il est intéressant de regarder le contexte économique dans lequel on évolue aujourd'hui.
il est assez incertain. Déjà, on peut se rappeler les discussions qu'il y a eu en fin d'année dernière sur le PLFSS 2025, où il avait été évoqué des transferts de charges sur les médecins et les médicaments. Finalement, ces mesures avaient été abandonnées suite à l'instabilité du gouvernement. En tout cas, on voyait que le gouvernement cherchait à faire des économies. Et quand on regarde les chiffres de la sécurité sociale, on voit qu'on a un déficit projeté en 2025 de 22,1 milliards. Et si aucune mesure n'est prise, il devrait atteindre 24 milliards en 2028. On a d'ailleurs la Cour des comptes, en mai dernier, qui a lancé une alerte sur la dérive des finances du système de protection sociale et qui alerte sur le fait qu'on risque le défaut de paiement si aucune mesure de gestion de la dette et de redressement financier ne sont prises rapidement. Et on voit aussi sur le passé qu'il y a eu pas mal de mesures réglementaires fortes pour les organismes complémentaires qui ont été prises sur la période 2023-2028. Et juste sur cette période, ça représente plus 1,9 milliard de prestations supplémentaires pour les organismes complémentaires. Et si on le ramène sur l'ensemble des prestations nationales des complémentaires santé, ça représente une hausse de 6%, donc qui est quand même assez conséquente. Et au vu de tout ce contexte-là, on peut penser qu'il y a de nouveaux transferts de charges qui seront à prévoir sur les années à venir. Et d'ailleurs, actuellement, il est beaucoup question d'une hausse de la TSA de 2 points au 1er janvier 2026 ou de contribution exceptionnelle en 2025. Enfin, ces éléments restent incertains, mais on voit qu'il y a une volonté du gouvernement de faire des économies. Et pour l'illustrer, on peut parler du transfert de charges dentaires qui a eu lieu en octobre 2023. Donc, pour rappel, ça consistait à la hausse du ticket modérateur de 10 points. Donc, avant cette mesure, pour rappel, donc la sécurité sociale remboursait tous les actes dentaires avec un taux de remboursement à 70%, qui est passé à partir du octobre 2023 à 60%. Et donc, ces 10% en moins pris en charge par la sécurité sociale, mécaniquement, on va les retrouver via la prise en charge des organismes complémentaires ou bien via le reste à charge de l'assuré. Et cette mesure, on l'a mesurée d'un point de vue national et que ça représente une hausse de 1,4% des prestations. Et du coup, ces 1,4% de prestations supplémentaires, forcément, il va y avoir un coût pour nos seniors. Donc, soit pour les seniors qui sont couverts par une complémentaire santé, ça veut dire qu'on va avoir directement une hausse des cotisations, puisque les organismes complémentaires auront la volonté soit de garder leur marge de rentabilité ou de rester à l'équilibre, donc elles seront obligées de l'impacter via les cotisations. Ou bien sinon, pour les seniors qui ne sont pas couverts par une complémentaire santé, forcément ce reste à charge, enfin ça sera un reste à charge supplémentaire puisque ça sera plus pris en charge par la sécurité sociale, en tout cas une partie. Et dans cette slide, on a essayé de modéliser à horizon 2028 la part des remboursements entre complémentaire santé, la sécurité sociale et les restes à charge des assurés. Et on voit déjà sur les années observées, 2019 et 2024, qu'on a la part du remboursement de la sécurité sociale qui a baissé. Donc en 2019, on était à 49% de la part des remboursements sécurité sociale en moyenne. Et en 2024, on atterrit à 45,4%. Et donc mécaniquement, si la part de le remboursement de la sécurité sociale diminue, à l'inverse, on va avoir le remboursement de la mutuelle qui va augmenter ou le reste à charge de l'assuré aussi qui va augmenter. Et quand on projette en 2028, donc là on a projeté en supposant qu'il y aurait des nouveaux transferts de charges à horizon 2028, et c'est l'hypothèse qui nous semble être la plus probable aujourd'hui. Dans notre projection, on atteindrait une part du remboursement de la sécurité sociale à 40%. Donc on voit qu'entre 2019 et 2028, en gros, on a 9 points en moins de remboursement de la part de la sécurité sociale. Et du coup, forcément, on le retrouve, ce supplément, côté remboursement de la mutuelle ou reste à charge de l'assuré. Donc, au final, en conclusion, on anticipe qu'on aura une pression accrue sur le taux d'effort des assurés à l'avenir. Enfin, elle est déjà forte, mais elle va s'accentuer dans le temps. Et sachant qu'ils ont déjà des cotisations qui sont fortes aujourd'hui. Donc là, on a indiqué les cotisations moyennes en 2025 pour les seniors. Pour des contrats bas de gamme, on est aux alentours d'environ 1 000 € de cotisation mensuelle. En moyenne gamme, on est à environ 1 400 € et en haut de gamme, environ 2 700 €. C'est pas mensuel, c'est annuel, pardon. Sinon, ça faisait beaucoup. Et tout ça pour dire que les cotisations, elles sont déjà très fortes.
et qu'à l'avenir, on suppose qu'il y aura une hausse des cotisations quasi certaine du fait du vieillissement de la population qui est accru. Et une consommation accrue avec le vieillissement et des transferts de charges, comme je le disais avant, ou autres mesures réglementaires qui vont certainement venir s'ajouter. Donc après, la question, c'est comment faire dans l'avenir pour que les seniors puissent continuer à se couvrir avec une complémentaire santé. Alors là, dans notre exercice de modélisation du taux d'effort, donc on a vu tout ce qui était relatif au numérateur, mais là, on s'est posé la question de comment faire quand on ne dispose pas en fait des éléments de revenus. Donc là, très concrètement, on a pris les informations nationales et donc concrètement, c'est ce qui nous a permis en fait de segmenter en 3 notre population de seniors. Et donc, on a pris ce proxy-là, et donc concrètement sur la base des statistiques nationales, on voit que les 10% les plus aisés ont un niveau de vie environ 3 fois supérieur aux 10% les plus modestes. Mais donc là, le message clé derrière, c'est de dire, au sein de la population des seniors, il n'y a pas la même exposition au risque. Et donc, on utilise ça pour faire la suite de notre démonstration. Et donc, comme présenté en début de cette partie, on va venir calculer un taux d'effort. Alors, concrètement, le taux d'effort correspond, comme présenté, à vraiment la part d'effort financier que va venir faire l'assuré, donc en l'occurrence le senior, pour pouvoir avoir accès aux soins. Donc, ici, nous avons retenu essentiellement les cotisations sociales, les cotisations pour la complémentaire santé, ainsi que le reste à charge, rapporté aux revenus disponibles bruts. Dans un premier temps, on est venu calculer ce taux sur le portefeuille d'AG2R sur l'année 2023. On a souhaité calculer ce taux sur 3 catégories, donc les personnes aisées, médians et la population supposée modeste. Comment on s'y est pris? Donc, dans un premier temps, on est venu récupérer tout le montant de cotisations et toutes les cotisations liées aux différentes garanties proposées. Ensuite, on a appliqué un petit algorithme de clustering pour venir avoir les différentes catégories de haut de gamme, moyenne gamme et basse gamme. Ensuite, nous avons défini un profil moyen pour une personne aisée, pour une personne médiane et une personne modeste pour pouvoir lui associer une cotisation moyenne potentielle. C'est à laquelle nous avons associé le reste à charge lié à la consommation de ce profil. Et puis nous sommes venus diviser tout ça par le revenu disponible brut, donc basé sur les données nationales. Sans trop de surprise, on constate que le taux d'effort est beaucoup plus élevé pour la population modeste que pour la population aisée. Donc concrètement, ce qu'on dit aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas les moyens, venir avoir recours aux soins médicaux nous coûte plus cher, nécessite plus d'efforts que lorsqu'on a des moyens. Après, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est encore important à souligner, c'est de se dire, certes, c'est peut-être plus cher pour une personne modeste d'avoir recours à ces soins, mais c'est aussi important de voir que c'est pas pour autant qu'elle a accès aux mêmes couvertures et aux mêmes soins. Donc, on paye plus cher, mais c'est pas pour autant qu'on est tout autant couvert qu'une personne aisée. On a souhaité un peu tirer cet exercice un peu plus loin et venir faire une projection à horizon 2028 de ce taux d'effort. Donc, ce qu'on a fait, on a récupéré le montant de cotisation et les avons projetés à horizon 2028 en tenant compte des potentiels dérives, des chargements, etc. Idem, nous avons projeté le reste à charge en tenant compte des potentielles mesures de transfert de charges qui pourraient avoir lieu. Et nous avons projeté le revenu disponible brut en tenant compte des données historiques et puis des chroniques tendances historiques. Sans trop de surprise, encore une fois, on voit que ces taux évoluent, et ça évolue pour toutes les catégories. Donc pour les personnes aisées, la classe modeste et la classe médiane. Ce qui est intéressant ici à voir, c'est pas tant de s'attarder sur le chiffre, donc un 5% qui devient un 6 ou un 4,4 qui devient un 4,8. Ce qui est intéressant vraiment, c'est de s'attarder sur les évolutions. C'est qu'aujourd'hui, toute personne, quelle que soit sa catégorie, va devoir faire un effort supplémentaire pour pouvoir avoir accès aux soins médicaux. Donc concrètement, ce qu'on a, c'est que les cotisations vont évoluer, le reste à charge va évoluer, et le revenu disponible brut ne va pas suivre à la même vitesse.
Et donc, l'intérêt aussi de cette slide-là, c'est vraiment de souligner toute la problématique de notre atelier. C'est de venir se poser des questions sur la soutenabilité de ce système et du financement de la santé des seniors. Donc là, est-ce que vraiment il y a une solution miracle ? En réalité, je pense que voilà, on pense vraiment que la solution en réalité elle est tripartite. En réalité, il faut nécessairement envisager des solutions côté État, éventuellement une solution côté assuré et une solution côté organisme complémentaire. Mais dans notre réflexion, on s'est vraiment beaucoup posé de questions, nous quatre, et puis avec nos hiérarchies respectives. Et en réalité, on vous propose de faire un panel très rapide sur trois des solutions. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que côté État, en termes de posture, donc vous savez bien, donc il y a on va dire un désengagement qui se poursuit. Il y a la recherche d'économie. Mais bon, l'une des pistes de solution, ce serait de voir dans quelle mesure on pourrait mettre en place un système intergénérationnel, mais en plus de ce qui existe par rapport à l'article 4 de la loi E20. Voilà, voir dans quelle mesure il y a des contours ou des possibilités autour de ça. Côté assuré, investir dans un plan épargne santé. Donc là, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette typologie de solutions, mais on vous a remis quand même les avantages et les inconvénients qu'on y perçoit. Et le dernier, c'est la proposition sur un produit essentiel. Et donc, c'est potentiellement une des pistes ou un des leviers qu'on identifie a priori. Alors, je vais m'attarder sur chacune de ces propositions pour un peu plus détailler la réflexion qu'on a eue. Donc, premièrement, on vient proposer une première piste de réflexion autour qui relève plutôt de l'État. Concrètement, cette proposition consiste à envisager un système intergénérationnel un peu plus solidaire. Donc, c'est aujourd'hui envisagé un principe de solidarité entre actifs et seniors pour lisser l'effort financier au cours de la vie d'un individu. Concrètement, par exemple, on pourrait penser à ce qu'un certain pourcentage de la cotisation versée par les actifs pour leur complémentaire santé soit récupéré pour être reversé aux seniors sous forme d'aide pour financer leur complémentaire santé. Donc ça, c'est une piste, par exemple. L'avantage d'avoir un système solidaire intergénérationnel est tout d'abord de garantir la couverture de la population senior au niveau national. Ensuite, de renforcer la soutenabilité de ce système et puis surtout de renforcer la cohésion sociale. Problème, cette mesure sous-entend un effort de solidarité supplémentaire demandé aux actifs. Donc ça, c'est un sujet assez délicat parce que déjà aujourd'hui, les actifs contribuent énormément à un système qui peine à trouver l'équilibre. Donc venir aussi aujourd'hui demander aux actifs de contribuer encore un peu plus, c'est un peu compliqué. Aussi, cette proposition-là va créer une sorte de dépendance directe du système à une population très spécifique étant la population active. La deuxième piste de réflexion auquel on vous invite à réfléchir, c'est le plan d'épargne santé. Donc en fait, le plan d'épargne santé, c'est un dispositif d'épargne qui permet de constituer pendant la vie active un capital dédié au financement de la complémentaire santé à la retraite. Ce type de dispositif existe aujourd'hui en Europe, donc notamment en Allemagne, où il est possible d'aller souscrire une assurance privée pour constituer un capital. Puis, une fois arrivé à la retraite, utiliser ce capital pour financer sa complémentaire santé ou juste ses soins de santé. Alors, l'avantage d'une telle mesure est bien évidemment d'avoir une sécurité financière en cas de détérioration de santé à la retraite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une souplesse d'usage. Donc, par exemple, si le senior souhaite avoir recours à des soins qui ne sont pas spécialement pris en charge par une mutuelle ou par la sécurité sociale, il est possible de financer ces soins-là par un plan d'épargne santé. Et enfin, ce dispositif-là nous donne une indépendance de la solidarité nationale et le potentiel loi de financement de la sécurité sociale. Cette mesure, le premier inconvénient de cette mesure
Donc cette mesure invite encore plus à creuser les inégalités sociales. Donc concrètement, aujourd'hui, les personnes qui pourront investir dans un plan d'épargne santé, ce sont les personnes qui ont les moyens. Et on vient de voir qu'en fait, la population la plus fragile et la plus à risque, sa population est modeste. Donc on ne peut pas venir proposer ça comme une solution pour la soutenabilité des seniors, de venir dire, bon, bah, chacun finance sa propre santé alors que déjà on peine à financer, certains peinent à financer les soins de base. Ensuite, ce dispositif est très peu développé aujourd'hui en France et a un usage très spécifique. Donc, contrairement à d'autres supports d'épargne, donc par exemple, on pense à l'assurance vie ou d'autres, où on peut utiliser l'épargne pour plusieurs raisons. Là, c'est quand même un cas très particulier où l'épargne est utilisée explicitement pour la santé. Et enfin, le sujet qui est assez problématique à mes yeux, c'est que ça vient à l'encontre de la perception de la couverture santé comme un service public fondamental. Aujourd'hui, en France, on voit la santé comme étant un droit fondamental qui doit être accessible à tous. On ne peut pas venir dire... c'est très délicat aujourd'hui de dire que chacun finance sa propre santé. Si on veut soutenir ce type de réflexion, il faut déjà faire un effort de bien définir le cas d'usage de ce type de dispositif, avec toutes les incitations fiscales qui viennent et le périmètre d'application. Ensuite, il pourrait être intéressant de proposer cette solution comme étant un complément et non pas comme une substitution à ce qu'aujourd'hui propose comme couverture comme la sécurité sociale. Enfin, la troisième mesure que nous proposons, donc celle-ci relève plutôt du périmètre des organismes complémentaires santé, et celle-ci consiste à plutôt développer un produit essentiel senior. Alors ce produit est une offre spécifique qui est conçue pour répondre aux besoins des seniors, et donc avec une couverture renforcée sur les postes critiques, tout en gardant un coût raisonnable et honnête. Par exemple, on peut venir envisager de proposer un produit qui prend à 100% en charge la base de remboursement de l'hospitalisation, sans pour autant prendre en charge, par exemple, les champs particuliers ou les frais d'accompagnant. On peut envisager, par exemple, une couverture 80 à 100% du ticket modérateur des actes médicaux et venir, par exemple, proposer les packs optiques, dentaires et prothèses comme étant une option adaptée en fonction du profil des assurés. Alors, l'avantage d'une telle mesure, déjà, c'est que ce type de produit est a priori plus accessible financièrement. Il vient couvrir les soins essentiels et fondamentaux des seniors, donc comme l'hospitalisation, et il baisse le renoncement de la couverture complémentaire. En revanche, ce type de produit peut causer pas mal de problèmes. Alors tout d'abord, on risque d'avoir une couverture insuffisante. Et alors, là où on cherche à venir réduire les cotisations, d'un autre côté, on vient augmenter le reste à charge en proposant un produit qui ne couvre pas assez. Ensuite, ce type de produit pourrait mettre à risque le principe de mutualisation du fait de l'antisélection. On peut aussi noter que ce type d'offre a une évolutivité très limitée et qu'aujourd'hui, ce type de produit est non responsable, donc fortement taxé. Si on envisage de commercialiser ce type de produit, il faut garder en tête, il faut faire un effort de communication pour les seniors pour qu'ils soient bien conscients des avantages, mais surtout du périmètre, de la limite de ce type de couverture. Il faut aussi garder en tête que ce produit, a priori, sera de très faible rentabilité au vu de la population couverte, mais surtout de la typologie du produit proposé. Donc, en conclusion, aujourd'hui, au vu de l'évolution démographique, des évolutions des tendances de consommation des seniors et du fait que plus on vieillit, plus on consomme en santé, le sujet de la soutenabilité du financement des seniors est vraiment un sujet crucial. Comme on l'a dit, il n'existe pas de solution miracle, mais on croit vraiment en l'importance d'une solution tripartite qui va venir engager l'État, les assureurs et les assurés, chacun un peu pour essayer de trouver une solution. Il faut déjà, dans un premier temps, commencer un peu à sensibiliser la population à ce sujet et puis essayer de mettre en place le nécessaire pour commencer à œuvrer et trouver une solution pérenne à long terme. Merci. Si vous avez des questions, nous sommes toutes tweets. Bonjour, il y a une loi actuellement en discussion sur la fin de vie. Est-ce que vous y voyez un lien avec la consommation des soins de santé, c'est pas drôle, hein, sur les seniors?
Alors là, présentement, on n'a pas pris en compte cet élément-là dans notre modélisation, mais je pense qu'effectivement, il y a potentiellement un lien à faire. Il faut forcément intégrer ça dans le chemin critique des réflexions. Après, est-ce qu'on est mature ou pas pour traiter ce point? Là, vraiment, c'est peut-être prématuré. Je ne sais pas si... Comment? Voilà. Il manque un. Dans les autres pays, il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a l'Espagne qui doit avoir une certaine expérience en la matière. Il doit y avoir des chiffres qui existent dans d'autres pays européens. Après, on pourra éventuellement refaire un atelier avec un courtier mondial. Ça peut être intéressant. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Avez-vous envisagé un système de primes nivelées comme ça peut exister en Allemagne? On fait des réserves donc, au cours de la vie de la personne pour financer la santé dans les âges les plus élevés. Donc une prime, au lieu que la prime augmente avec l'âge, que la prime d'assurance soit fixe, comme la dépendance ou comme un produit emprunteur. Donc la question, c'est sur le fait d'avoir un produit avec une prime nivelée, hein, c'est ça? Oui. Je pense que c'est une des pistes qu'on n'a pas traitées, hein, mais on pense que sur ces éléments-là, il y a un caractère de lisibilité des contrats et le fait d'attirer en fait la cible concernée, mais c'est potentiellement une piste qui pourrait venir, on va dire, être en adjonction peut-être du plan épargne santé peut-être. Voilà, ça peut valoir le coup d'instruire ce point-là. Mais effectivement, donc de ce que je comprends, c'est, je connais pas ce produit personnellement, mais effectivement, je vois quand même que les limites pourraient rejoindre, en tout cas les contraintes pourraient rejoindre ceux du plan d'épargne santé. Alors la mise en place peut effectivement varier en fonction du design de ce produit. Mais tout ça est-il que ce type de dispositif va venir inviter un peu à une initiative personnelle des assurés plutôt que d'avoir un système plus solidaire. Ça pourrait effectivement être une piste, ça pourrait être intéressant de l'explorer. Je pense quand même il faut garder aussi en tête que qu'en France, notre rapport et même notre perception du système de santé est très solidaire. Et je ne pense pas qu'il faille uniquement envisager cette solution, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de s'attarder à proposer en tout cas cette piste pour les personnes qui souhaitent couvrir leur santé de manière un peu plus complète. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, la couverture pour les personnes âgées, c'est vraiment elle est assez élémentaire. Enfin, elle existe, mais si on veut vraiment un truc très complet qui va au-delà de ce qu'aujourd'hui propose de couvrir les complémentaires santé, je pense qu'il peut être intéressant d'envisager des options pareilles. Il y a Pierre qui veut dire quelque chose. Après, à mon sens, une prime nivelée, ça marche que si c'est défini par l'État, en fait. Si jamais, nous, en tant qu'assureur, on sort un produit pour les seniors qui est une prime nivelée pour tout le monde, on va avoir un effet d'antisélection terrible, où les jeunes vont prendre les primes non nivelées, et dès qu'on va passer au-dessus du seuil, on va prendre la prime nivelée. Donc, c'est pas, en fait, c'est une solution auquel on a réfléchi, mais c'est pas une sur laquelle on a vraiment d'action, parce que c'est pas un produit qu'on pourrait proposer nous, en fait. Il faudrait que ce soit l'État qui dit, bah voilà, maintenant, prime nivelée pour tous les seniors. Ça répond à la soutenabilité des seniors, du coup, les plus âgés. Par contre, ça va engendrer un gap des cotisations dès qu'on passe d'actif à senior. Donc c'est une solution qui marche pour la population la plus en danger. Mais sur les seniors en tant que globalité, ça va être plus ou moins à l'équilibre, en fait. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, ce que je vois, c'est que dans les trois solutions proposées, j'ai une petite remarque qui est que j'ai l'impression que c'est finalement un petit peu la même population qui paye systématiquement. Ça va être, donc dans le premier cas où l'État intervient, c'est les actifs, c'est clairement mentionné.
Dans le cas où c'est les assurés, finalement, c'est au moment où on est actif qu'on va commencer à cotiser sur son plan pour le futur, pour la santé à la retraite. Et dans le troisième cas, dans le cas des organismes assureurs, la mutualisation fait que de fait, c'est là aussi plutôt la population active qui paye pour les plus âgés. Donc ça, c'est ma remarque. Et par ailleurs, vous mentionnez qu'il y a une hausse de l'espérance de vie en bonne santé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste éventuellement à ce niveau-là pour le financement de tous ces systèmes? Voilà. Effectivement. En fait, déjà pour la première question, hein, merci pour la question. En fait, la question de la mutualisation, elle peut se faire à deux niveaux. Soit effectivement, on mutualise en prenant en compte les actifs, mais l'une des pistes des réflexions supplémentaires, c'est mutualiser au sein de la population des seniors. Après, à voir si le volume est suffisant. Voilà. Ça, c'est pour le premier point. Après, sur le deuxième point, sur la hausse de l'espérance de vie en bonne santé, ça... je ne sais pas si tu veux quelque chose. Oui, enfin, je souhaite juste aussi compléter sur la première partie. Puis, donc effectivement, c'est intéressant de souligner ce point-là. Donc, à un moment, on avait effectivement réfléchi à cette partie plutôt d'envisager une sorte de mutualisation peut-être entre les personnes âgées. Mais problème, donc déjà, effectivement, volume, etc. Mais déjà, la base est trop élevée. Donc, on ne règle pas aujourd'hui, sachant qu'on a un semblant de mutualisation, les cotisations sont trop élevées. Donc, si on vient dire on va venir mutualiser entre les 60 et 90 ans, les cotisations vont être très, très élevées. Donc, c'est pour ça, c'est vrai, c'est plus simple de venir taper sur les gens en bonne santé et qui ont les moyens. Après, là où ça peut être effectivement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus les actifs qui contribuent de plus en plus au système et une certaine catégorie de la population senior qui épargne de plus en plus parce qu'elle est entreperçue. Donc peut-être effectivement il pourrait y avoir un truc à faire sur ce niveau-là, mais donc ça c'est juste par rapport à la première, au premier sujet, à savoir que sur le produit essentiel senior, a priori ce ne serait pas des actifs. Mais à voir. Et donc pour le second sujet, c'était par rapport à l'espérance de vie. Donc ça c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que ce soit une solution parce que certes peut-être il y a une espérance de vie qui s'améliore, mais en face on constate une constante inflation des coûts en fait médicaux. On sait que nos exigences en termes de recours aux besoins médicaux aussi augmentent. Les personnes arrivées à cet âge-là ont le temps et a priori veulent avoir les moyens pour avoir recours à la santé. Donc je ne pense pas le fait de vivre un an en plus en bonne santé pour remédier. Alors on peut mettre en place effectivement des mesures de prévention, donc inciter un peu plus par exemple à tout ce qui est acte qui est de kinésithérapie par exemple, faire de la prévention un peu là-dessus, des préventions un peu avec annuelles, des bilans annuels à faire, donc ça peut être envisagé. Mais aujourd'hui cela constitue vraiment les frais les plus petits. Ce qui coûte essentiellement aujourd'hui c'est l'hospitalisation, c'est vraiment les maladies graves à long terme. On n'a pas mis ces stats là, mais c'est vrai que plus on vieillit aussi, on voit une disparité entre les 60 ans et les 80 ans, ceux qui ont plus de 80 ans, sur la facture de l'hospitalisation, mais aussi la fréquence de l'hospitalisation. Donc, on pourrait mettre en place certaines mesures de prévention, par exemple, pour améliorer la situation. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit suffisant, par exemple, pour venir couvrir le fait que, à 65 ans, il y a une possibilité d'être une fois à l'hôpital pendant l'année, tandis qu'à 90 ans, il y a une possibilité d'y être 4 fois pendant 10 à 15 jours. Voilà mon avis. Si je peux le compléter rapidos, l'espérance de vie en bonne santé, c'est quand même à prendre avec un minimum de pincettes. Par exemple, tu as vu que le reste à charge est le plus élevé, c'est sur l'optique et le dentaire. Et l'espérance en vie en bonne santé, ça parle de l'incapacité à faire les gestes de la vie courante. Donc c'est pas nécessairement des choses qui sont... tu peux manger tout à fait avec des lunettes, et pourtant ça t'aura coûté 200 €. Donc il y a quand même des sujets de dépenses qui sont
embarquée et pas prise en compte dans l'assurance de vie en bonne santé. C'est pas, on n'a pas de dépenses avant. Non, ce que je voulais dire pour l'espérance de vie en bonne santé, c'est plus par rapport à l'accroissement de la population active par rapport à ça. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le débat qui est très controversé sur les retraites et sur l'allongement de la durée de travail qui permet d'avoir des contributeurs nets plus longtemps et donc de soutenir un peu plus le système. Mais je sais que c'est un peu controversé. Oui. Surtout, ça revient aussi à définir qu'est-ce qu'un senior, parce que c'est vrai que là, on définit à partir de 65 ans. Là, l'idée, c'est de venir dire, peut-être un senior sera à partir de 68 ans, par exemple. Donc ça nous permettrait de gagner 3 ans de plus de contribution au système. Il y a de fortes chances qu'on converge vers ça d'ici notre retraite. Donc je pense qu'il n'y a pas une piste à écarter. Une petite question, parce que Oui, je voulais sûr. savoir si vous aviez envisagé de travailler sur le reste à vivre. Parce que financier, hein. Financier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un actif, c'est vrai que sa complémentaire santé ne lui coûte pas beaucoup plus très cher, mais il a quand même un emprunt, il a un loyer, il a des enfants élevés. Et un retraité, il a quand même beaucoup moins de charges. Donc effectivement, même si sa complémentaire santé est très élevée par rapport à un actif, son reste à vivre, je pense que c'est quand même des choses à comparer avant de dire que les actifs, on va parler de solidarité intergénérationnelle, pardon. Parce que les actifs, ils commencent à avoir une lourde charge, hein, je pense. Effectivement. Bon, après, je Oui, parle en toute liberté, hein, je suis senior bientôt. Donc. non, c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que pour l'enjeu de raisonner en reste à vivre, je pense qu'il faut que collectivement, on puisse réfléchir à adapter nos systèmes pour recueillir toutes ces informations justement de revenus, parce qu'effectivement, en prévoyance, on a l'info via la déclaration sociale nominative. Par contre, en santé, on n'exploite pas encore ces infos de revenus, de salaire, voilà exactement. Et donc, effectivement, ça peut être une piste intéressante à instruire, à mettre sur le chemin critique. Après, effectivement, je pense qu'il y a quand même, effectivement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de disparités dans la population senior. Même, certes, c'est très intéressant de raisonner en reste à vivre, mais je pense aujourd'hui qu'il y a effectivement un gros sujet sur le pouvoir d'achat des seniors. Il y a une très forte disparité aussi dans la population. Alors ça, effectivement, il y a ce qu'on a mentionné, qu'il y a une partie de la population senior, en fait, ce sont eux qui investissent le plus aujourd'hui en assurance vie, tellement ils ont des retraites importantes et des moyens, parce qu'ils ont réussi à se constituer un patrimoine d'une manière ou d'une autre. Donc effectivement, il y a beaucoup de retraités qui sont vraiment dans une situation beaucoup plus confortable que les actifs. Mais on a aussi beaucoup de retraités qui sont dans une situation très précaire. Donc que ce soit les personnes qui n'ont pas de retraite, qui sont sur vraiment des ressources minimales, ou même sur des retraites très faibles, mais qui ne sont pas propriétaires et qui ont plus de la moitié de leur retraite en loyer, par exemple. Donc je pense qu'il y a une grosse disparité. Et pareil, dans la population active, il y a une très grosse disparité entre ceux effectivement qui ont des salaires très réduits et la population active qui a des salaires plus confortables, avec une situation plus confortable. Raisonner en reste à vivre, je pense que c'est intéressant. Et d'ailleurs, ce matin, je lisais un article sur le sujet. C'est pour ça, ça fait penser sur vraiment, effectivement, à chaque fois on dit les actifs contribuer, mais en fait, aujourd'hui, l'actif se retrouve dans une situation où il travaille pour contribuer à 40% de son salaire quasiment pour la société. Et en fin de compte, on contribue parfois pour des gens qui ils n'ont pas spécialement besoin, ou effectivement, ils ont travaillé toute leur vie, peut-être ils ont assez de sous aussi pour payer leur propre santé. Mais c'est vrai que c'est délicat, c'est difficile de modéliser, c'est délicat de mettre le sujet comme ça sur la table, mais c'est intéressant en tout cas de le souligner. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok.
En tout cas, merci beaucoup pour votre participation.